Voilà pour les éléments de ces dernières heures. Donc on va en parler avec notre invité Joris Zilberman. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du site Asialist, ancien correspondant aussi de France 24 en Chine. D'abord, comment vous interprétez ces toutes dernières déclarations du leader nord-coréen ? La question qu'on peut se poser, c'est alors c'est un signe de désescalade, mais est-ce qu'on est sorti d'affaire? Est-ce que Kim Jong-un a eu peur? Est-ce qu'il a reculé? En fait, c'est plus compliqué que ça, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. D'abord parce que Kim Jong-un a distribué, a communiqué de façon double, c'est-à-dire qu'il s'est quand même fait prendre par les caméras nord-coréennes dans la salle de commande stratégique avec le général qui a conçu le programme de missiles balistiques nord-coréen, qu'on voit plein de cartes, que lui-même pointe la carte, en tout cas pointe le chemin aérien du missile qui partirait de Corée du Nord, qui passerait au-dessus du Japon pour aller à 30-40 km de Guam. C'est un message très fort pour les Nord-Coréens, à savoir, pour le moment, on temporise, mais on est prêt, regardez, on est extrêmement bien préparé. Donc, je pense qu'il faut être très prudent et pas dire de toute façon c'était encore un grand bluff de la part de la Corée du Nord, mais ils ne feront rien. Et on sait qu'il attend de voir aussi ce que vont donner ces exercices militaires qui sont prévus entre la Corée du Sud et les États-Unis. Et là-dessus, pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les intentions des Américains. Mais pour le moment, les intentions des Américains et des Sud-Coréens, d'ailleurs, leurs alliés sont très claires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation des exercices militaires conjoints qui commenceront le 21 août prochain et qui vont durer pendant 2 semaines. Les deux alliés ne vont pas faire profil bas et donc la Corée du Nord se réserve la possibilité de faire une nouvelle provocation, entre guillemets. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que les Américains et les Sud-Coréens veulent maintenir la pression sur Pyongyang et que Pyongyang montre que, en tout cas, veut donner l'illusion que la Corée du Nord peut faire jeu égal. Justement, la rhétorique de ces derniers jours côté américain était assez inédite, avec des phrases vraiment virulentes de la part de Donald Trump qui promet le feu à la Corée du Nord, le feu et la fureur. Quel intérêt auraient les États-Unis à agir militairement aujourd'hui ? Pour le moment, on voit mal l'intérêt exact de frappes américaines sur la Corée du Nord parce que les États-Unis se heurteraient à la Chine. La Chine a prévenu vendredi dernier à travers un éditorial de son quotidien officiel, le Global Times, à savoir, la Chine a dit « si les Américains attaquent d'abord avec les Sud-Coréens, à ce moment-là, nous répliquerons. Les Chinois empêcheront les Américains de faire un remake de la guerre de Corée des années 50. Par contre, si c'est la Corée du Nord qui attaque d'abord le Sud, la Chine restera neutre. Donc, quel est l'intérêt pour les États-Unis d'enclencher un nouvel engrenage qui a déjà été vécu il y a 70 ans ? Ensuite, je pense qu'il faut faire une petite différence entre les maladresses de Trump, qui sont aussi des discours de politique intérieure, le feu et la colère, le feu et la fureur, et de l'autre côté, Mattis, son secrétaire à la Défense, ou Tillerson, son secrétaire d'État, qui, eux, essayent de temporiser en disant on est prêt. Tout est prêt s'il y a une attaque, mais en tout cas, il n'y a pas de menace imminente de guerre nucléaire. Et les États-Unis, eux, veulent montrer, en tout cas en apparence, qu'ils tournent la page de l'ère Obama, fini la patience stratégique, fini la négociation à tout va, on met une pression militaire, c'est-à-dire qu'on prépare des frappes au cas où, et en même temps une pression économique, des sanctions économiques pour faire plier Pyongyang. Mais on ne voit pas bien justement où tout cela va nous mener, parce qu'on a le sentiment que rien ne fait plier Pyongyang de toute façon depuis des années. Les sanctions se sont multipliées aux Nations Unies, un discours, une espèce de main tendue de la part de Barack Obama, et puis aujourd'hui un discours au contraire très très ferme, mais finalement ni l'un ni l'autre n'ont produit les effets escomptés, à savoir mettre fin à ce programme balistique nord-coréen. 2 choses. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment mettre fin au programme balistique nord-coréen ? Tout porte à croire que non. Et qu'il faudrait peut-être, en tout cas il y a de plus en plus d'experts américains, anglais, occidentaux, japonais, sud-coréens qui disent la Corée du Nord est déjà une puissance nucléaire. On ne sait pas encore si les missiles balistiques intercontinentaux sont opérationnels, mais en tout cas, il y a un état de fait. Et il faudrait peut-être, comme l'a dit l'ancien directeur de la CIA, James Clapper, se mettre à négocier avec la Corée du Nord, peut-être des négociations bilatérales Washington-Pyongyang, et ne plus mettre en préalable la fin du programme balistique.
première chose. Deuxième chose, il y a quand même une chose qui a forcé Pyongyang à revenir à la table des négociations, eh bien, c'est lorsque la Chine a imposé un embargo sur le pétrole pendant un intervalle assez court en 2003, ce qui a mis la Corée du Nord au pied du mur, puisque toutes les importations de pétrole pour la Corée du Nord, ou pratiquement toutes, viennent de Chine. Et donc là, la Chine a un vrai pouvoir de pression. Ça pourrait marcher. En tout cas, qu'est-ce qui pourrait marcher? C'est-à-dire que Pyongyang revienne à la table des négociations. Ensuite, pour négocier quoi? Justement, parlons-en de la place de la Chine dans cette crise. Elle a décidé de mettre en œuvre les dernières sanctions qui ont été adoptées il y a quelques jours seulement à l'ONU. C'est notamment la fin d'importation de certaines matières premières en provenance de Corée du Nord. Est-ce qu'il y a un impact réel de ces mesures? Il y aura un impact réel, mais quand on relativise un petit peu ces mesures, on peut voir qu'elles s'inscrivent déjà dans une décrue de certaines importations en provenance de Corée du Nord vers la Chine. Par exemple, le minerai de fer, qui est dans la nouvelle salve de sanctions, en tout cas d'application chinoise des sanctions. Le minerai de fer, déjà, il y a des permis en Chine, des permis d'importer du minerai de fer nord-coréen qui avaient été annulés depuis quelques semaines. On l'a appris aujourd'hui. Donc ça relativise. Et de toute façon, l'application chinoise des sanctions du début de l'année, les Chinois avaient décidé en février d'appliquer déjà des sanctions précédentes onusiennes, eh bien, a fait que les importations de charbon ont chuté déjà de 13%. Par ailleurs, la Corée du Nord commence à diversifier un tout petit peu ses sources d'approvisionnement énergétique. Et il faut savoir que la Russie entre dans le jeu et que maintenant, les exportations énergétiques russes vers la Corée du Nord augmentent. Et par ailleurs, que la Corée du Nord devient un tout petit peu plus autosuffisante. Donc, on ne sait pas si la Chine va vraiment appliquer les sanctions qu'elle dit, et deux, de toute façon, il est probable que ça ne nuise pas vraiment ni à la Chine, ni à la Corée du Nord. En un mot, c'est du coup la Chine qui a les clés de cette crise, selon vous ? C'est compliqué puisque d'un côté, effectivement, on peut se dire que si la Chine décide d'imposer un embargo pétrolier total, la Corée du Nord est vraiment dans une très sale situation et obligée de faire un geste. Par contre, la Chine n'a pas le pouvoir aujourd'hui d'empêcher le développement du programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord. La Chine, d'autant plus que la Chine veut conserver son intérêt vital, à savoir cet État tampon, la Corée du Nord, qui fait tampon avec une Corée du Sud sous influence américaine, empêcher donc l'effondrement du régime, c'est-à-dire que la Chine n'est pas prête à imposer cet embargo pétrolier qui nuirait énormément au régime de Kim Jong-un. Et de l'autre côté, la Chine veut aussi empêcher une réunification de la péninsule coréenne sous la houlette du Sud, influencée en tout cas dans le giron militaire des États-Unis, parce que la Chine ne veut pas de GIs américains à ses frontières, évidemment. Des enjeux stratégiques, géopolitiques importants donc dans cette crise. Merci beaucoup, Joris Zilberman, d'être venu sur le plateau de France 24 pour